Merci beaucoup. Je veux simplement m'assurer que tout le monde m'entend bien. Alors, si vous pouvez cliquer sur l'icône vert pour dire que tout va bien, ça me plairait beaucoup. Merci énormément. Je vois que ça va. Alors, bonjour. Mon nom est Maude Lamoureux. Alors, je vais vous partager mon écran dans quelques secondes. Et vous voyez, ce n'est pas anodin que vous voyez plusieurs onglets en haut parce que une partie de ma présentation, c'est notamment de vous présenter justement des outils. Alors, d'abord et avant tout, qui suis-je? Eh bien, Maude Lamoureux, je suis conseillère pédagogique pour le récit de l'enseignement privé et comme Éric le dit, c'est une présentation que j'ai eu la chance de faire là, au Consortium des Rocheuses un petit peu plus tôt cet été. Si vous avez déjà entre les mains le document des participants qu'on vous a envoyé, je peux peut-être vous encourager à aller regarder à la dernière page ou encore à mettre dans vos favoris, si vous le souhaitez bien, l'adresse suivante, cp.feep.qc.ca. Cette adresse Internet-là, dans le fond, c'est simplement notre adresse de courriel, pas notre adresse de courriel, pardon, c'est notre adresse pour les conseillers pédagogiques du récit de l'enseignement privé. Alors, si vous souhaitez rejoindre l'un d'entre nous, n'hésitez pas. D'accord? Éric, ce que je constate, c'est qu'en étant en format plein écran, je ne vois pas les interactions avec les gens. Alors, n'hésite pas à me texter là, si jamais il y a quoi que ce soit. J'ai mon téléphone juste à côté. Alors, avant d'aller plus loin, avant de plonger dans les outils numériques, je pense que c'est important qu'on regarde ensemble qu'est-ce que c'est justement que la rétroaction. Je vous laisserai quelques secondes pour être en mesure de lire ce qu'une de mes collègues, France Legault, si vous allez sur notre site, vous allez voir son visage, voir sa photo. Qu'est-ce que c'est que justement la rétroaction? Je vous laisse une trentaine de secondes pour lire parce qu'on va partir de ce point-là pour la suite des choses. On va en parler ensemble tout au long du webinaire parce que donner de la rétroaction, c'est quelque chose qui est très complexe. Or, un des éléments clés quand on travaille, c'est le manque de temps quand on est en classe. Qu'on soit un gestionnaire, qu'on soit un conseiller pédagogique ou qu'on soit un enseignant, mes collègues et moi, ce que l'on constate, dans le fond, c'est que le nerf de la guerre, c'est toujours le manque de temps. Alors oui, on va parler de rétroaction ensemble aujourd'hui, mais on va voir de quelle façon est-ce qu'on peut optimiser nos pratiques, être plus efficient. On va aussi se poser des questions par rapport justement à nos outils électroniques. Alors, le plan du webinaire, c'est le suivant. On va passer ensemble 5 grandes étapes. Tout d'abord, on va discuter ensemble du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on devrait accorder du temps à la rétroaction? Ensuite, on va tomber dans les outils numériques. De quelle façon, comment est-ce qu'on devrait donner de la rétroaction? Et c'est là où le numérique peut vraiment venir supporter nos actions pédagogiques. Avant d'aller discuter ensemble du quand, on va ensuite parler d'une expression que l'on utilise beaucoup dans nos écoles et dont on a beaucoup parlé aussi avec nos enseignants lors d'un cantique de 3 jours, le désencombrement pédagogique, et on va terminer avec le droit à l'erreur. Et tout ça va nous ramener au pourquoi. La raison pour laquelle vous voyez que le chemin est sinueux, c'est que donner de la rétroaction, c'est un processus qui est très complexe. Et que même si on est aidé des outils technologiques, ce n'est pas facile d'en donner. Alors, on va déjà plonger pour répondre à la première question. Pour quelles raisons est-ce que nous devrions accorder du temps pour changer nos pratiques pédagogiques en rétroaction? Alors, pourquoi est-ce que, étant donné que notre temps est compté à l'école, pour quelles raisons est-ce qu'on devrait y consacrer du temps? Parce que changer ces pratiques, ça demande du temps. Je vais maintenant sortir du partage de plein écran et je vais vous demander de prendre votre téléphone cellulaire. On vous avait demandé d'avoir votre portable à portée de main et on va basculer vers un deuxième outil. Un outil que j'utilisais souvent lors de ma pratique quand j'étais en classe. Vous voyez maintenant l'arrière-scène parce que c'est moi qui ai créé Mentimeter, mais je vais vous demander simplement, et regardez ici dans le haut, d'aller sur le site suivant www.menti.com. Allez-y à titre de participant
Et une fois que vous y serez à titre de participant, vous n'avez besoin d'aucune inscription. On va simplement vous demander d'entrer le code suivant. 47 30 57. Ne vous inquiétez pas, pour chacune des diapositives avec lesquelles on va travailler, les codes vont toujours être en haut. Alors, je l'ai annoncé dès le début, le webinaire, les contenants que l'on utilise font également partie de notre contenu pédagogique. Alors, je vous laisse une quinzaine de secondes pour aller sur www.nancy.com 40 30 57. Je vous laisse encore quelques secondes. Je vois que 2 personnes y sont déjà connectées. Dans quel contexte est-ce que j'utilisais un outil comme celui-là? J'utilisais beaucoup un outil comme Nancy.com pour faire ce qu'on appelle au niveau numérique des billets d'entrée et des billets de sortie. Quand on donne de la rétroaction, on va voir un petit peu plus loin dans le webinaire, il y a 2 façons d'en donner. On peut donner de la rétroaction aux apprenants, mais selon les recherches, selon ce que John Hattie vous dirait, c'est que l'important, c'est également d'en recevoir de la part de l'enseignant. Donner de la rétroaction à l'apprenant, c'est important pour qu'il soit capable de se réajuster, mais l'enseignant lui-même doit être au courant de ce qui se passe dans sa classe. Un outil comme Mentimeter que je suis en train d'utiliser est anonyme. N'hésitez pas à l'utiliser comme un billet d'entrée ou un billet de sortie. Qu'est-ce qu'on entend par un billet d'entrée? Un billet d'entrée à l'intérieur d'une classe peut simplement être une question que vous posez pour réactiver les connaissances, ce qui vous permet rapidement, à ce moment-là, d'aller tester ce dont vos élèves se sont rappelés lors des derniers cours. Le billet de sortie peut avoir aussi un petit peu la même fonction. À la fin d'un cours, vous leur posez des questions rapides, puis ça vous permettra d'évaluer la suite des choses. Alors, c'est moi qui va diriger exactement ce que vous allez voir. Alors, ne vous surprenez pas si, gardez les yeux sur votre portable et sur l'ordinateur, sur votre téléphone. Pardonnez-moi, mon conjoint est belge, alors le téléphone, il appelle le portable, parce que je vais maintenant changer la diapositive. Vous devriez maintenant voir apparaître la diapositive suivante. Tout d'abord, faisons connaissance. Sur votre téléphone, vous devriez être capable d'aller inscrire des informations et de prendre quelques instants pour vous présenter. Alors, quel est votre nom? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Je vous laisse quelques instants pour le remplir. Est-ce que tout fonctionne bien? Vous êtes capable d'inscrire des choses? Super. Très bien. Alors, le type de question que je suis en train de vous poser, voyez-vous, ce que vous voyez apparaître à l'écran parce que je suis en partage d'écran, c'est le type de trace que l'enseignant, le conseiller pédagogique peut recevoir. Il y a plusieurs façons de paramétrer les questions et je suis en train de recueillir des informations sur vous. Alors, un enseignant de sciences, Monsieur Claudio, un enseignant de 5e année, un enseignant de 10e, 11e, 12e année et une direction. Alors, voyez-vous, les réponses que je suis en train de recevoir peuvent être anonymes, mais en utilisant Mentimeter, vous êtes capable de questionner votre auditoire. On va maintenant passer à la deuxième question, maintenant qu'on a appris à se connaître. Je vais y aller avec la prochaine diapositive. Comment vos pratiques en rétroaction ont-elles évolué au cours de ces dernières années? Et si vous êtes un conseiller pédagogique ou une direction, prenez le temps de réfléchir à la question suivante. Comment est-ce que les pratiques en rétroaction pédagogique de vos équipes de travail ont-elles évolué ces dernières années? Je vous laisse à peu près une trentaine de secondes pour y répondre et, encore une fois, vous voyez que j'ai paramétré le type de question pour être capable de recueillir des données. Moi, ça va me donner des informations qui vont orienter mon discours dans les prochaines minutes. Allez-y. Comment vos pratiques ou celles de vos collègues ou des équipes que vous dirigez ont-elles évolué ces dernières années en rétroaction?
Quelqu'un mentionne qu'il est passé de la version crayon papier à la version numérique. Alors, n'hésitez pas à aller ajouter d'autres informations. Quels sont les outils que vous avez découverts ces dernières années? Google Form est utilisé. Le numérique fait réfléchir, tout à fait. Alors, voyez-vous, moi, je viens d'un univers qui était entièrement dans la suite de Google pour l'éducation. Je travaillais énormément aussi avec Google Formulaire, toute la suite Google. Mais là où j'aimais bien utiliser Menti, c'était pour aller recueillir des informations qui étaient aussi de la part de mes élèves, des informations qui étaient neutres. Parce que j'ai réalisé que certains élèves, surtout avec les plus vieux, étaient un petit peu gênés de me donner de la rétroaction par rapport à mon cours. Écoute, Madame Maud, cette fois-ci, c'était vraiment ennuyant parce qu'ils savaient que ça pouvait laisser des traces. Fait que voyez-vous, ça, c'est un outil que j'aimais bien utiliser. On va maintenant changer de diapositive. Parce que quand on parle de rétroaction, nécessairement, on est en train de parler également d'évaluation en cours d'apprentissage. Parce que la rétroaction, c'est à ça qu'elle sert. Elle sert à donner de l'information à nos élèves, mais elle permet également à l'enseignant d'en recueillir. Alors, on est en train de travailler dans ce qu'on appelle un contexte d'évaluation authentique. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un paramétrage de questions que j'aimais beaucoup. Vous avez sous les yeux ce que j'appelle le spider chart. Vous, sur le téléphone, vous avez les 6 critères, des évaluations authentiques. Est-ce que vos évaluations tiennent compte des compétences qui sont visées? Vous pouvez y aller répondre avec l'échelle et vous allez voir à ce moment-là que du côté de l'enseignant, de mon côté, je vais être capable de voir vos réponses. Est-ce que vos critères d'évaluation sont connus dès le départ? Ce qui est très important pour donner de la rétroaction. Est-ce que les élèves ont accès aux ressources disponibles et au temps nécessaire pour accomplir l'évaluation? Est-ce que vos évaluations permettent l'observation du processus final de l'élève et du produit final? Est-ce que vos évaluations se basent sur des supports variés? Et je termine avec le dernier point. Est-ce que, oui, vous donnez de la rétroaction au fur et à mesure des apprentissages? Si vous suivez sur votre écran d'ordinateur maintenant, vous êtes déjà capable de voir que je suis en train d'obtenir un autre portrait. Si je me place en tant qu'enseignante et que je pose des questions à mes élèves, quels concepts avez-vous trouvé les plus difficiles? Sur quoi est-ce que vous aimeriez qu'on travaille? Je peux tout à fait y aller avec des questions par échelle, comme je viens de vous montrer, et ça me permettrait, moi, comme enseignant, de très rapidement avoir de l'information. Si vous n'êtes pas familier avec Menti, sachez que vous êtes capable aussi de dupliquer chacune des diapositives, alors vous pouvez facilement l'administrer pour chacun de vos groupes, parce qu'on présume que le portrait sera différent d'un groupe à l'autre. OK? Alors, c'est exactement comme au Québec, ce que les enseignants trouvent le plus difficile, c'est de donner de la rétroaction au fur et à mesure des apprentissages. Alors, on va en discuter de ça. Étant donné qu'on parle de rétroaction au fur et à mesure des apprentissages, vous le voyez juste ici avec mon curseur, c'est important aussi que, quand on donne de la rétroaction, que les élèves aient le temps de se corriger. Est-ce que, et là, je vais à l'opposé, est-ce que vos élèves ont accès aux ressources disponibles et au temps nécessaire pour accomplir l'évaluation? Je pousse la réflexion un petit peu plus loin. Est-ce que vos élèves, même une fois qu'ils ont quitté votre classe, ont toujours accès à vos ressources? Ce n'est pas anodin comme question. Parce que quand on pose la question à des élèves du secondaire, plusieurs nous disent, écoutez, on se rend compte que nos professeurs ont des Google Classroom avec des ressources qui sont hyper bien organisées, mais malheureusement, l'année d'ensuite, et ça se passe surtout en mathématiques, on réalise qu'on n'a plus accès aux ressources, on n'a plus accès aux tutoriels, alors qu'on sait pertinemment qu'ils existent. On aura envie de vous poser cette question-là. Une fois qu'ils ont quitté votre classe, est-ce que vos élèves sont facilement capables de retourner consulter
ce que vous aviez mis à leur disposition. Et je vais maintenant sortir de Mentimeter pour aller tout simplement vous présenter, ouvrir une autre fenêtre. Notre Google Site. Les conseillers pédagogiques du récit, alors vous avez notre équipe, France, Benjamin et moi, toutes les formations que l'on donne se retrouvent en permanence sur notre site web. Alors, si jamais, et dès demain, vous allez être capable de retrouver l'entièreté du contenu que j'ai avec lequel, dont on discute ensemble ce soir, vous allez pouvoir y retourner. Est-ce que ça fait partie de votre pratique, de s'assurer que, même en dehors de votre classe, les élèves ont accès à tout? Vous pouvez peut-être y réfléchir. Si vous me permettez, je vais maintenant retourner à l'intérieur de la présentation. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait accorder du temps pour changer nos pratiques pédagogiques en rétroaction? Eh bien, pour une seule raison, parce que ça a un impact majeur au niveau de la réussite scolaire des élèves. On vient déjà de voir que c'est important non seulement de donner de la rétroaction, mais comme enseignant, d'en avoir. On vient aussi de réfléchir au fait que ce serait important que même quand ils sortent de nos classes, les élèves aient encore accès à nos outils. Accorder du temps à quelque chose, c'est lui accorder de la valeur. Et à ça, j'aurais envie de vous témoigner de mon point de départ, moi, en lien avec la rétroaction, ce qui a complètement changé ma pratique pédagogique et qui a changé la rétroaction que je donnais en cours d'apprentissage aux élèves. Qu'elle soit de façon orale, avec des encouragements, ou qu'elle soit là pour les guider. Lorsque j'ai réalisé ma maîtrise en administration scolaire, tout a bien été jusqu'à la dernière page de mon essai. J'étais une élève qui avait toujours eu beaucoup de facilité à l'école, que ce soit au primaire, au secondaire, dans le bac, dans le cadre de mon certificat, mais aussi également la maîtrise. Mais quand je suis arrivée en bout de ligne, à la toute fin du processus, c'est là où j'ai reçu le plus de rétroaction. Lors de la rédaction de mon essai, alors que j'étais déjà une enseignante qui enseignait depuis quelques années, alors que j'avais déjà un bac, un certificat, une maîtrise et plusieurs années scolaires en affaires de la cravate, il y a un enseignant, mon coach, qui s'assoyait avec moi et qui m'aidait à améliorer chacune de mes versions lorsque je voulais déposer mon essai. Ça a complètement changé ma vision des choses. Et j'ai réalisé quelque chose. C'est que travailler en rétroaction, j'avais des collègues qui pensaient que c'était de tricher, que d'aider l'élève. Or, dans la pratique, on se rend compte que c'est extrêmement exigeant. Parce que j'ai réalisé que mon prof ne me laissait pas tomber. J'aurais pu tout de suite déposer mon essai et vivre avec la note que j'avais eue. Mais en me demandant de recommencer ma conclusion 17 fois le dernier paragraphe, je vous mets au défi de m'envoyer la conclusion d'un travail universitaire et c'est sûr et certain que j'en ai retenu beaucoup et je suis capable de vous rédiger ça en claquant des doigts. Alors, il faut nous-mêmes, comme enseignants, changer notre perception des choses. On doit apprendre à voir que ce n'est pas de tricher que de donner de la rétroaction en cours d'apprentissage à partir du moment où on documente bien les traces qu'on laisse pour être capable d'avoir un jugement professionnel éclairé ensuite et rendre compte des apprentissages des élèves. Et ce dont on est en train de parler, ce n'est pas anodin. Vous avez ici sous les yeux les impacts par rapport, et là, voyez-vous, je vais utiliser mon curseur, par rapport au feedback. Ce sont les travaux de John Hattie. La réponse à l'intervention a un impact de 1,29 dans le effect size. Simplement pour vous donner une idée de mesure, à partir de 0,4, on considère que ça a un impact considérable sur les apprenants. Alors, la réponse à l'intervention, que l'on pourrait traduire en français par la différenciation des parcours pédagogiques avec les élèves, a un effet de 1,29. La rétroaction que l'on donne aux élèves, ne serait-ce qu'en discutant avec eux des erreurs qui sont faites, en les documentant à l'aide du numérique, a un effet de 0,82. Alors imaginez-vous, et on va en rediscuter tantôt, l'impact d'un outil de rétroaction qui vous permet de laisser des commentaires vocaux. La rétroaction telle qu'elle a un impact de 0,7.
Alors, si j'en reviens à notre première question, est-ce qu'on devrait accorder du temps à avoir des meilleures techniques de rétroaction? Tout à fait. Parce que le temps qu'on va investir en rétroaction, c'est du temps que l'on va gagner ensuite avec les erreurs. Ce qui nous amène maintenant à discuter du comment. On a vu la pertinence de la rétroaction. On a déjà vu deux outils. Avez-vous un site web? Utilisez-vous le Mentimeter pour avoir des billets d'entrée, des billets de sortie? Mais comment est-ce que l'on peut articuler tout ça? Avant tout, est-ce que vos élèves connaissent les critères sur lesquels ils seront évalués? Et non pas simplement en bout de piste. Est-ce que les élèves connaissent les critères d'évaluation avant, pendant et après l'apprentissage? Et ce n'est pas anodin. Parce que souvent, on présume que les élèves le savent. Mais est-ce que vous prenez le temps sur chacun des travaux que vous remettez aux élèves ou que ce soit publié dans Google Classroom? Quels sont les critères qui seront évalués dans le travail? Les enseignants, on le sait. Ça fait souvent des années qu'on enseigne, qu'on donne le même travail. Mais si on se place du point de vue de la perspective d'un élève, ça peut être assez étrange. En ce sens que les élèves rencontrent plusieurs professeurs par jour, reçoivent plusieurs travaux par jour. Quels étaient les critères d'évaluation reliés à chacun de ces travaux-là? Ça devient difficile de s'en rappeler. Or, on va le voir, la rétroaction, qu'elle utilise un outil numérique, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit papier, elle doit tenir compte du contenu qui est à évaluer. Elle doit porter sur les critères d'évaluation. Alors, ce n'est pas du tout anodin. Avant d'aller parler des outils, on va parler de deux choses. La rétroaction n'est pas à sens unique. C'est important de donner de la rétroaction aux élèves, mais c'est important aussi d'apprendre à recevoir de la rétroaction. Et ce n'est pas habituel. Recevoir de la rétroaction, ça peut être très difficile comme en donner. Et de ce point de vue-là, pour donner et recevoir de la rétroaction, on va se placer de deux points de vue. Alors, donner de la rétroaction du point de vue de l'enseignant, on peut utiliser des outils électroniques, mais je vais utiliser l'acronyme USB. Quand on est qu'un enseignant, qu'on se sert de la fonction de laisser des commentaires à l'intérieur d'un Google Doc, qu'on utilise Kaizina, le module complémentaire pour être capable de faire un enregistrement dans un Google Doc, qu'on se sert de CISA pour déposer un commentaire audio, est-ce que le contenu de notre rétroaction est USB? Est-ce qu'il est utile? Ou il est inutile? Bravo, continue. Continue tes efforts. Ce n'est pas assez précis. Est-ce que notre rétroaction est spécifique? Vraiment liée aux critères d'évaluation? Et dernièrement, est-ce que notre rétroaction est USB? Est-ce qu'elle est bienveillante? C'est-à-dire, est-ce que l'élève, ça va l'amener à se dépasser ou au contraire, il y aura tellement de rétroaction parce que c'est un élève qui est en difficulté qu'il se sentira enterré. Et c'est là où les choix deviennent difficiles pour les enseignants en rétroaction. Quand on a des élèves qui sont en grande difficulté, il faut les choisir. À quoi est-ce qu'on va s'attaquer en premier? On va en reparler tantôt quand on va parler de la zone proximale de développement. Je vais maintenant prendre le curseur pour vous amener à réfléchir du point de vue de l'élève. C'est très puissant pour les élèves d'apprendre eux-mêmes à donner de la rétroaction aux pairs. La raison en est fort simple. C'est que si eux-mêmes doivent donner une rétroaction USB, utile, spécifique et bienveillante, on ramène constamment les élèves aux critères d'évaluation. Ils ont toujours le nez collé à ce que, un, ils devraient maîtriser et deux, à ce qu'ils devraient connaître. Mais on doit également préparer les élèves à recevoir de la rétroaction. Combien de fois ça vous est arrivé dans votre pratique où vous vous dites « J'ai pris un temps incroyable à donner de la rétroaction aux élèves et c'est tombé dans le vide ». Faut le modéliser. À quel moment dans votre pratique pédagogique est-ce que vous prévoyez du temps pour montrer à vos élèves comment réagir à la rétroaction que vous leur avez donnée ou encore comment donner de la rétroaction?
Est-ce que vous avez un Google Doc, une banque de commentaires qui peut être utilisée et qui permettrait aux élèves de savoir comment réagir? Mais il y a un dernier volet. Et là, je me dirige vers la maison complètement à droite. Qu'on travaille au primaire, qu'on travaille au secondaire, quand on travaille avec des outils de rétroaction, c'est important également de préparer les parents. Est-ce que les parents sont eux-mêmes capables de savoir ce qui est attendu de leur enfant pour bien l'accompagner, l'encourager lorsque l'enseignant lui donne de la rétroaction? Est-ce que les parents aussi sont outillés pour donner de la rétroaction à leur propre enfant? Je vous le cacherai pas, dans ma pratique, lors des rencontres de parents début d'année, c'était une des premières choses que je faisais. J'enseignais aux parents à encourager leurs enfants et je leur montrais comment réagir en cas d'échec. Qu'est-ce qui était un comportement qui amenait les enfants à progresser et qu'est-ce qui, au contraire, était un comportement qui ne permettait pas aux enfants de réussir et qui était un facteur anxiogène. Vous pouvez réfléchir à ça aussi. Je vous encouragerais, demain ou en retournant sur le site, à aller regarder les 4 contenus suivants. Alors, la rétroaction du point de vue de l'enseignant, du point de vue de l'élève et à la maison, elle doit prendre ces 4 critères-là. Alors, en plus d'être USB, précise, elle doit cibler des éléments, elle doit être constructive, mais on y ajoute un autre point, elle doit permettre d'ouvrir la discussion, tant à l'école entre l'enseignant et les élèves, qu'à la maison également. Donc, est-ce que la rétroaction, c'est un processus qui est linéaire? Si je me ramène à mon expérience scolaire, la seule rétroaction que je recevais, à l'exception de ce que j'ai vécu à la maîtrise, elle arrivait en bout de piste. À la fin d'un examen, je devais prendre ma note et espérer faire mieux lors du prochain examen. Toutefois, travailler en rétroaction en cours d'apprentissage, c'est travailler non seulement l'évaluation, c'est permettre le droit à l'erreur, mais c'est donner de la rétroaction ici en cours d'apprentissage, ce qui nous permet de développer une mentalité de croissance avec les élèves. Permettez-moi maintenant d'aller explorer quelques outils que l'on aime beaucoup utiliser dans le cadre de notre pratique pédagogique. Le premier outil qu'on vous a présenté tantôt, c'est le site web pour être capable d'organiser les traces. Plusieurs de nos écoles, notamment des écoles au secondaire, qui travaillent avec la suite Google pour Éducation, ont décidé de permettre à leurs élèves de se créer un portfolio numérique avec les outils Google. Je pourrais envoyer quelques exemples de ça à Eric parce qu'on a des écoles qui sont en train de le tester de secondaire 1 à 5. Alors, pour être capable de laisser des traces de leurs apprentissages, les élèves ici, au lieu de retrouver les onglets comme nous, vous voyez les conseillers pédagogiques, les élèves déposent des traces des apprentissages les plus significatifs. On a vu un autre outil comme Mentimeter qui permet de recevoir de la rétroaction de sa classe. Il y a un autre outil qui est largement utilisé dans nos écoles et là, on devrait bientôt le voir apparaître. Vous allez voir l'onglet. C'est l'outil Flipgrid. L'outil Flipgrid est dans le fond un outil, ça appartient désormais à Microsoft et Flipgrid permet d'engager la discussion en vidéo. On a des enseignants qui adorent travailler avec pour organiser des discussions autour notamment de romans en français ou des discussions en éthique et en culture religieuse. Alors, c'est un panneau qui permet à l'enseignant de déposer une question en vidéo et les élèves peuvent aller y répondre. Plusieurs paramètres de sécurité peuvent y mettre, mais si vous voulez travailler la rétroaction vidéo, si vous voulez au niveau du français oral donner un coup de pouce à vos élèves, qu'ils soient capables de se voir, d'écouter ce qu'ils ont fait et de retravailler, Flipgrid est à considérer. Au niveau de l'écriture, maintenant, on pourrait peut-être vous encourager, parce qu'on en a parlé tantôt, et là je vais vous demander, parce que la fenêtre d'accueil de cet outil-là est fort peu engageante, allez regarder ici en haut, c'est l'outil PeerGrade. On a discuté un petit peu plus tôt dans le webinaire du fait que la rétroaction, elle doit être donnée pas seulement par l'enseignant, mais également par les élèves. Un outil comme celui-là, PeerGrade, permet à l'enseignant, et ça peut se connecter avec un outil comme Google Classroom, permet à l'enseignant de distribuer entre les élèves, de façon anonyme, des textes par exemple,
avec lesquels ils pourront interagir et donner de la rétroaction de façon anonyme à un autre élève. Ce ne sera pas long, je vois qu'il y a une question. Ah, c'est bien. Alors, voyez-vous, PeerGrade peut vous donner un coup de pouce. Si vous travaillez avec des élèves qui sont plus jeunes, au Québec, l'outil CISA est fort populaire. Pour quelle raison? Parce qu'il permet de travailler de plusieurs façons. On est capable de déposer de la vidéo, de l'audio. Alors, on est capable de faire tout ça avec ces outils-là. Mais avant de développer de nouveaux outils, ce qu'on vous demanderait de faire, puis on va y réfléchir un peu tantôt, ce sera déjà de regarder quels sont les outils que vous utilisez déjà pour éviter de dédoubler tout ça. On pourra reparler de ces outils-là. Permettez-moi maintenant de regarder avec vous le quand. On vient rapidement de passer quelques outils qui nous permettraient de travailler la vidéo, de travailler l'audio. On a vu que c'est important que les élèves se donnent de la rétroaction entre eux, que l'enseignant donne de la rétroaction aussi. Mais j'ai eu la chance ces dernières années de suivre les cours de Steve Masson en neuroéducation et ils font une distinction cruciale pour que la rétroaction ait un impact majeur entre les élèves qui sont des débutants ou les élèves qui sont des experts. Ce qui est très important de comprendre, c'est que lorsque vous avez un apprentissage qui est nouveau, et c'est là où des outils très rapides de rétroaction comme Flipgrid ou encore Mentimeter peuvent vous aider, avant de demander aux élèves de faire de la répétition, vous devez vous assurer de leur donner de la rétroaction le plus rapidement possible. Pourquoi? Pour éviter ce que l'on appelle le sentier qui est lié à l'erreur. Mais à l'intérieur de votre classe, il n'y a pas que des élèves qui sont débutants ou qui sont face à des difficultés et avant qu'ils ne s'enfoncent encore plus dans le sentier à l'erreur, il n'y a pas simplement ce type d'élèves-là. Il y a des élèves qui vont être également des experts. Et c'est là où on peut faire de la différenciation en rétroaction. On demande souvent aux enseignants de faire de la différenciation au niveau pédagogique, bien on peut en faire aussi au niveau de la rétroaction. Alors que les élèves débutants vont avoir besoin de rétroaction très rapidement, c'est un peu le contraire chez les élèves experts. Chez les élèves experts, quand on voit qu'il y a une erreur, il faut leur laisser le temps d'aller chercher en eux les stratégies pour se corriger. Et c'est là où on peut utiliser nos outils, que ce soit la vidéo, que ce soit le commentaire audio ou que ce soit le simple commentaire dans Google Doc pour signifier à l'élève « j'aimerais que tu te révises » sans aller plus loin dans notre rétroaction, simplement pour aller réactiver les circuits neuronaux. Alors, le même outil de rétroaction peut être utilisé à différents moments et à différents degrés aussi, selon les élèves avec lesquels on est en train de travailler. Ce qui m'amène à vous parler de la zone proximale de développement. L'Université du Québec à Trois-Rivières a créé un document fort intéressant que je partagerai à Eric et que je mettrai aussi à la fin du webinaire dans le chat, qui explique également ce qu'est la ZPD. Travailler en rétroaction, je le mentionne depuis le début, ce n'est pas juste donner de la rétroaction, c'est aussi en recueillir. Recueillir la rétroaction, ça nous permet après d'avoir un impact sur la réussite scolaire parce qu'on peut essayer d'utiliser nos outils pour donner des travaux de façon différenciée, pour aller justement chercher cette zone proximale de développement-là. Vous l'avez déjà vécu dans vos classes, vous le vivez avec vos équipes d'enseignants. Quand la tâche est trop facile, on a un désengagement. On est en train de penser à nos élèves qui sont doués. Mais quand la tâche est également trop difficile, et là, à ce moment-là, les recherches en psychologie vous l'indiqueraient, après 3 essais, on a également le même effet avec les élèves qui sont en difficulté. Ils vont aussi se désengager. Alors, recueillir en tant qu'enseignant de la rétroaction, ne serait-ce qu'avec un billet de sortie, que ce soit avec un Google formulaire. Comment est-ce que vous avez trouvé le degré de niveau de difficulté du cours? Comment vous sentez-vous? Sentez-vous que vous êtes prêt à passer à d'autres choses? Et ça peut être fort différent d'un groupe à l'autre, c'est extrêmement important. Parce qu'on doit toujours essayer de rester dans cette zone de proximale de développement. Et ça ne veut pas dire de toujours tenir nos élèves dans le confort, pas du tout. On doit apprendre, comme dirait Marius Bourgeois, à être inconfortablement inconfortable. C'est-à-dire que, on peut faire un parallèle avec l'activité physique, apprendre, c'est exigeant.
Mais quand c'est trop difficile, ça peut devenir insurmontable. Je vais maintenant vous demander de réfléchir aux outils que vous utilisez déjà en classe. J'en ai présenté quelques-uns tantôt, qui sont reliés à recueillir de la rétroaction de façon très rapide et anonyme, qui permettent l'utilisation de la vidéo, qui permettent l'utilisation de l'audio et de la vidéo. Mais je vous demanderai maintenant de réfléchir à ceux que vous utilisez. Est-ce qu'ils vous permettent de recueillir plusieurs traces? Est-ce que les outils que vous utilisez vous permettent d'envoyer aux élèves un commentaire audio, une image, parce que des fois on dit qu'une image vaut 1000 mots. Est-ce que ça vous permet de leur envoyer un lien avec un petit tutoriel? Qu'est-ce que vous avez sous la main? On appelle ça, nous, dans notre jargon, les conseils pédagogiques de la FEEP. Je fais l'inventaire de mes outils numériques. Prenez quelques instants pour y réfléchir. Réfléchir à ces outils numériques qui donnent de la rétroaction, ce n'est pas anodin. Parce qu'apprendre à découvrir un nouvel outil, c'est énergivore en temps. Toutefois, on le constate, les outils changent, mais les intentions pédagogiques, elles, liées à la rétroaction, vont demeurer. Alors, avant d'investir temps et énergie dans un outil, assurez-vous qu'il correspond à vos besoins. Je vous ai déjà présenté tantôt l'outil Flipgrid. Je l'ai fait rapidement parce qu'on a seulement 45 minutes, mais si vous voulez, vous pourrez bientôt aller sur notre site web et on a plusieurs tutoriels qui l'expliquent, qui expliquent chacun de ces outils-là. Est-ce que l'outil ou les outils que vous utilisez vous permettent de travailler la vidéo? Si ça, le portfolio numérique ou encore le Google Fit permet de recueillir plusieurs types de traces et permet une interaction directe avec les élèves. Est-ce que vous utilisez tous les outils de votre suite Google pour l'éducation? Est-ce que vous êtes familier avec les commentaires? Est-ce que vous êtes familier avec ce que l'on va voir tantôt, puis je vais vous laisser 2 tutoriels, avec la production de documents qui vous permettraient de récolter des observations? J'ai parlé tantôt de PeerGrade qui permettait aux élèves de donner de la rétroaction de façon anonyme au travail d'un autre élève. Utilisez-vous le portfolio Shobi? Si vous travaillez avec Microsoft, on a des écoles qui utilisent Sway, qui est l'équivalent un peu de l'outil Google Slide, mais qui permet aux élèves de se monter des portfolios dans lesquels ils vont aller déposer des traces de leurs apprentissages. Et les portfolios numériques dans nos écoles permettent une interdisciplinarité, surtout au secondaire. Les enseignants peuvent demander aux élèves de se créer différentes pages et là, les enseignants ont tous un regard sur ce qui est en train de se faire. Est-ce que votre élève vous donne de la vidéo et vous auriez envie d'aller l'annoter? Vous pouvez utiliser un outil comme VideoEnt. Est-ce que vous avez envie de savoir ce qui se passe dans le cerveau de votre élève ou sur l'écran? Et vous pourriez lui demander d'utiliser un outil d'enregistrement tel que Screencastify qui est lié à Google Disc. Vous l'avez mentionné, certains d'entre vous, au début du webinaire, d'accord? Il y a énormément d'outils que l'on peut utiliser et ce lien-là, on va vous le laisser à la fin. On a créé un tutoriel parce que le temps là, était quand même assez restreint ce soir. Est-ce que vous utilisez ne serait-ce que les Google formulaires à leur plein potentiel? Si vous voulez voir tout ce que l'on peut faire avec un Google formulaire, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien des diapositives qui vont vous être envoyés. Je vais envoyer tout le lien de la présentation à Eric et vous allez avoir les liens cliquables sans aucun souci. Connaissez-vous les modules complémentaires DocAppender et Autocrat, qui vous permettait de travailler de façon rapide et efficace et de générer
des documents pour des gros volumes d'élèves. Ces deux outils-là, on a également des tutoriels qui sont disponibles sur notre site web et vous pourrez aller les regarder. Je vais envoyer toute la documentation à Eric. On va maintenant tomber au désencombrement pédagogique parce qu'on le sait, le temps, c'est le nerf de la guerre. Alors, ensemble, rapidement, dans notre 45 minutes, on a vu l'importance de donner de la rétroaction, tous les indices au niveau numérique. On a parlé ensemble du comment, de quelle façon est-ce qu'on doit en donner. Là, pour tenir compte de la zone proximale de développement, on doit tenir compte des élèves qui sont experts, des élèves qui sont débutants aussi. Alors là, on est dans le camp également. Mais on va maintenant aborder ensemble ce que l'on appelle le désencombrement pédagogique. Je manque de temps. Que vous soyez directeur, que vous soyez conseiller pédagogique, que vous soyez enseignant, le temps est précieux, le temps est compté. Je vais maintenant vous demander de réfléchir. Avez-vous vraiment besoin de passer toutes les évaluations que vous passez maintenant en classe ou, je reformule ma question, je vous donne le défi, rapidement comme ça sur un petit papier juste à côté de votre ordinateur, d'enlever 2 évaluations dans votre année scolaire qui semblent ne faire aucune différence parce que vous pourriez tout de même poser votre jugement professionnel. Vous devez en enlever 2. Quelles évaluations enlèveriez-vous et ça ne changerait rien au jugement professionnel, à la note que vous metteriez à l'élève? Lesquelles enlèveriez-vous? Et enlever 2 examens, ce n'est pas anodin. La raison en est fort simple. Ça nous amène à poser l'autre question. Est-ce que mes élèves ont le temps de tenir compte de la rétroaction? J'en ai déjà parlé. Quand on travaille en rétroaction, on donne de la rétroaction aux élèves, mais ce que l'on a récolté comme information dans les écoles que l'on visite, c'est que les élèves nous disent oui, mais on n'a pas le temps de réagir. On n'a pas le temps de se corriger à l'aide de la rétroaction que l'on a reçue, que le prochain examen arrive tout de suite. Eh bien, si on enlève certaines évaluations, parce que de toute façon, à l'aide des outils de communication, à l'aide de la rétroaction, on arrive à très bien suivre nos élèves, on vient d'en gagner de ce précieux temps-là. Et on vient de redonner une période de temps aux élèves pour se réajuster. Ce qui nous amène maintenant à discuter du droit à l'erreur. Je vous laisse lire l'excellente infographie que Jocelyn Dagenet, enseignant de mathématiques, a rédigée. Trop tard, j'ai déjà mis ta note. Ça y est, monsieur, j'ai compris. On en a déjà parlé. La rétroaction, ça se fait en cours d'apprentissage. Et est-ce que mes élèves ont le temps de faire des erreurs? Est-ce que je me trompe ou j'ai le droit à l'erreur? Est-ce que mes élèves ont le temps de faire des erreurs? Reviens à reposer la question de tantôt. Est-ce que, entre les périodes d'évaluation, dans ma planification pédagogique, mes élèves et moi comme enseignant, j'ai le temps de leur donner de la rétroaction, ils ont le temps de réagir, de retravailler leur niveau de maîtrise de la compétence avant, encore une fois, d'être évalués. Et ça, ce n'est pas anodin. Parce que si on veut travailler de façon efficace avec la rétroaction, ce facteur temps-là est précieux. Parce que, comme le dirait Jonati, le plus important, ce n'est pas tant de la donner, mais de montrer aux élèves quoi faire avec. Lire une recette et ne pas la réaliser, ça ne donne rien. Je vais maintenant vous permettre d'écouter, juste ici, je vais les déposer en lien. Deux petites vidéos sur YouTube. Travailler en rétroaction, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, si vous allez dans le chat, je viens de déposer une vidéo sur YouTube et je vous mets en contexte. Examen d'univers social d'élèves de 3e année,
examen qui est non googlable à la fin de l'année, ils ont construit au complet leur évaluation. Voici ce que l'élève dépose dans son portfolio numérique. Je vous laisse une trentaine de secondes pour démarrer le YouTube et l'écouter. Quand vous avez terminé le YouTube, peut-être mettre le crochet vert pour nous informer. La vidéo dure 4 minutes 30. N'écoutez que les premières secondes. Portez attention au son de l'élève. Je vais maintenant aller vous glisser un deuxième lien. Vous comprenez que cet élève-là a déposé cette évaluation finale-là à la toute fin de l'année. Me dépose ça dans son portfolio et moi, simplement de lui répondre « Je suis surprise par ton travail », sans plus. Voici ce que l'élève de 3e année m'a demandé de refaire le lendemain, de réenregistrer sa vidéo. Je vous encouragerai maintenant à aller cliquer sur le deuxième lien et à écouter simplement les premières secondes. Remarquez le changement dans le ton. Est-ce que ça va pour tout le monde? Simplement faire un crochet vert, vous avez vu la différence entre les deux? Merci. Ce que vous venez d'écouter, eh bien, c'est un élève qui a travaillé pendant 1 an dans ce que j'appelle la mentalité de croissance et le droit à l'erreur. Un élève qui a déposé son examen, puis qui a été capable de réaliser « Eh boy! » Ça n'a pas fonctionné, sans aucun commentaire de la part de l'enseignant, sauf « Je suis surprise par ton travail ». Et comme c'est un examen qui est non googlable, l'élève a été capable de se reprendre le lendemain. Travailler en mentalité de croissance, eh bien, c'est un peu ça. Ce qui m'amène rapidement à aller aborder avec vous la neuroéducation. Et loin de moi l'idée de faire de vous des neuroscientifiques. Je ne vais prendre que 4 ou 5 minutes, je sais que je déborde à peu près de quelques minutes, pour vous parler de concepts qui sont très complémentaires à la rétroaction. Quand on donne de la rétroaction à un élève et qu'on lui permet de se reprendre, à l'aide d'outils numériques, ça nous facilite drôlement la tâche parce qu'on est capable de garder des traces des itérations de l'élève, on est capable de garder des traces des progrès, on est en train de lui permettre de répéter, on est en train de lui permettre de se reprendre et de revoir, d'avoir une deuxième chance d'acquérir les compétences. Mais quand on travaille aussi avec des outils de rétroaction, on est capable de voir le deuxième concept qui est l'espacement, de permettre aux élèves de retravailler jusqu'à ce qu'ils maîtrisent les compétences. J'ai bien envie de, juste avant de vous laisser, de vous parler de l'allégorie de la forêt. Donner de la rétroaction, ce n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que comme le dirait Steve Masson, les erreurs persistantes des élèves sont basées sur des réseaux de neurones qui sont solidement établis. On en parlait un petit peu plus tôt dans le webinaire. Les élèves qui sont débutants ont besoin de recevoir de la rétroaction immédiatement. Pour quelles raisons? Avant de commencer à défricher des sentiers qui sont liés à l'erreur. Et ce n'est pas anodin que d'accorder du temps à ça, c'est de prévenir ensuite des erreurs qui vont devenir persistantes. Pensez à ce que vous enseignez et pensez déjà à des questions que vous posez et année après année, les élèves font les mêmes erreurs. D'où l'importance de les corriger dès le départ pour éviter que les élèves commencent à tracer déjà à l'intérieur de leur cerveau des sentiers qui sont liés à l'erreur. Il ne faut pas aussi oublier, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, que quand on donne la rétroaction doit être utile, elle doit être spécifique et elle doit être bienveillante. Il faut éviter de surcharger le cerveau des élèves. La raison en est fort simple,
c'est qu'un élève qui reçoit beaucoup trop d'éléments de rétroaction et multiplier ça par tous les enseignants qui lui envoient de la rétroaction efficace à l'aide d'outils numériques, le cerveau devient aveugle. À cet égard, je vais vous encourager à aller regarder, si vous le souhaitez, après le webinaire, la courte vidéo par rapport à l'attention sélective. Et si vous l'avez déjà vu, ne volez pas le punch à vos collègues, mais ça illustre bien ce qui se passe dans le cerveau quand toute son attention est accordée à une tâche qu'il trouve difficile. En terminant, est-ce qu'on devrait enseigner l'erreur? Eh bien, tout à fait. Enseigner l'erreur, toutefois, ne veut pas dire donner la réponse. On peut faire 3 choses en classe à l'aide de la rétroaction. Prévenir l'élève qu'il y a un piège. Attention, tu es tombé dans un piège, surtout en sciences et en mathématiques. On peut également prévenir les élèves des réponses qui représentent des pièges. Faites attention, avec le participe passé avec avoir, vous allez, dès que vous voyez l'auxiliaire avoir, vous avez tendance à vouloir aller répondre telle chose, portez attention à ça. On peut également parler des contextes pièges. Attention, le moindrement que vous voyez sur un examen de sciences, une ampoule et un fil, c'est impossible d'allumer simplement une ampoule à l'aide d'un fil. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, on peut apprendre aux élèves à aller déjouer certains pièges. Et c'est pas anodin parce que ça limite après ça nos corrections et le nombre d'erreurs que l'on doit traiter. Travailler de cette façon-là, c'est travailler de façon à développer une mentalité de croissance avec nos élèves. On passe de ce que l'on appelle du fixed mindset au growth mindset. Et à la toute fin du webinaire, je vous encouragerai à venir cliquer sur le lien qui est juste ici en bas, le lien qui vous sera envoyé par Eric avec les diapositives. Elle donne des façons de donner de la rétroaction de façon efficace. Je vous le cacherai pas, je m'étais fait un Google document, il y a carrément certaines phrases que j'avais copié-collées dans mon Google Classroom et je les reformulais. Alors, on évite de dire aux élèves qu'ils ne sont pas bons. Je vais t'aider. On va trouver des nouvelles stratégies puis rechercher la contribution des autres élèves quand on est dans l'impasse. Comme enseignant, c'est très important aussi de ne pas réduire la réussite à l'effort, car parfois, il n'y a pas d'apprentissage malgré les efforts. Ou au contraire, bravo pour tes efforts constants, on est en présence d'un élève doué pour qui il n'y a eu aucun effort. Ne pas réduire la réussite à l'effort. Et aussi, cette phrase-là, c'était ma préférée quand je donnais de la rétroaction aux élèves et quand je constatais des erreurs. Parle-moi de ce que tu as essayé et ensemble, on va essayer de trouver une solution. Et souvent, parce que je manquais de temps, ça passait simplement par un petit commentaire à l'intérieur d'un Google Doc. Travailler de cette façon-là, je vous l'ai dit, c'est travailler en mentalité de croissance. Si ça vous intéresse, parce qu'on a beaucoup parlé de rétroaction, on a parlé de droit à l'erreur, mais pour prévenir les erreurs, il n'y a rien de mieux que l'étude. Dans la diapositive que je vais envoyer à Eric, vous pouvez venir cliquer ici sur les stratégies de comment étudier. Ça a été rédigé en partenariat avec Steve Masson. C'est un pictochart qui circule beaucoup dans nos écoles, une infographie. Il y a beaucoup d'enseignants qui l'ont imprimé et qui prennent le temps de réapprendre à leurs élèves, oui, même au secondaire, à savoir étudier. Quelles sont les meilleures stratégies pour étudier? Et aussi, je vous encourage à regarder à gauche. Quand on commence à s'intéresser au cerveau, quand on parle de rétroaction et de son impact, on essaie d'éviter de propager des neuromythes. Alors voilà, ça ferait déjà le tour du 45 minutes. Ça a été rapide. Je vais arrêter le partage d'écran et je serai prête pour recevoir vos questions si vous voulez. Juste avant les questions, merci beaucoup Maude au nom du Consortium provincial francophone. Très bonne présentation. Donc, j'invite les participants à partager le lien dès que je vous l'envoie. Je cesse l'enregistrement à partir de maintenant.